La forêt de Ouagadougou, une zone qui fait frontière avec la Mauritanie, était perçue comme un nid de djihadistes. C'est ce qui a amené l'armée malienne et ses alliés à initier cette patrouille dénommée Benkan 2. Pendant 4 jours, environ 8 points suspects ont été reconnus et fouillés par les hommes du FISO Ouest sous les ordres du colonel Mamari Kamara, adjoint au commandant du FISO. Cette mission de grande envergure avait comme effet majeur de déceler et de détruire tous les éléments des groupes djihadistes présents dans les sites ciblés. Mon GTA a mené cette mission de la forêt à partir de Farabougou jusqu'au niveau du puits de N7. Donc ça, c'était la première phase de cette reconnaissance qui consistait à aller chercher le renseignement d'ordre tactique ou technique sur le terrain, sur un point ou dans une zone donnée, en engageant éventuellement le combat. Après la reconnaissance du premier point N7, un forage qui, avant sa reconnaissance, était suspecté d'être un point de ravitaillement en eau des groupes djihadistes. Le deuxième cap était le N8 reconnu par la troupe du groupement tactique interarmes numéro 2. J'ai pris le commandement de l'ETIA en direction du puits N8. Le GTA était composé de l'ETIA 73 et de l'ETIA de Nara. Ainsi, l'ETIA de Nara et de Tombouctou. Donc l'ETIA 73, qui est l'ETIA d'Abebara, a pris la marche et l'ETIA de Tombouctou a suivi. Successivement, les abris, les N5, N6 et une clairière de la forêt appelée Cœur ont été fouillés. Le but de cette mission était de fouiller la forêt du Ouagadougou à la recherche d'éventuels combattants des groupes djihadistes armés, en procédant à une reconnaissance des campements qui ont été détectés par l'aviation et en surveillant les puits d'approvisionnement en eau autour de la forêt. Le plus gros enseignement, c'est que contrairement à ce qu'on pense, il y a de la vie dans la forêt du Ouagadougou. Il y a une population qui y vit, qui mène ses activités pastorales. La forêt de Ouagadougou est occupée par des éleveurs maliens qui ne demandent que leur sécurité soit assurée par l'État. Cette patrouille semble alors rassurer ces pasteurs chez qui les germes de la piscose s'étaient installés. L'explosion d'une voiture piégée à l'aéroport de Tombouctou qui s'est soldée par la mort des militaires maliens. C'est l'essentiel de l'entretien accordé par le lieutenant-colonel Diaran Koné de la DIRPA à Alousseni Touré. Suivez leur entretien. Colonel, bonsoir. Bonsoir Alousseni. Alors ce soir, sur le front, il y a une évolution du côté de Tombouctou. On apprend qu'il y a une voiture piégée qui aurait explosé quelque part. Donnez-nous quelques détails sur cet événement. Ok, merci beaucoup. Effectivement, hier aux environs de 22 h, et comme vous venez de si bien le dire, les terroristes ont tenté une incursion dans notre dispositif. Ils avaient miné un véhicule et ils avaient fait accompagner ce véhicule par 20 à une trentaine d'hommes. Ce véhicule avait permission de le faire exploser au sein de notre dispositif. Et Dieu merci, et le pire a été évité. Et nous avons quand même, au cours malheureusement de cet incident, perdu un homme et on a eu près de 9 blessés, dont 4 graves. Et au côté djihadistes et terroristes, nous avons fait près de 10 cadavres quand même. On a tué près de 10 parmi eux. Ouais. Bon, nous avons perdu, différemment de ça, nous avons aussi perdu un autre véhicule. Voilà un peu ce qu'on peut vous dire par rapport à cette situation de Tombouctou d'hier. Ouais, vous disiez tout à l'heure que du côté des assaillants, vous avez fait 10 morts. Comment cela s'est passé? Est-ce que c'est dans le même véhicule qui a explosé ou bien il y a d'autres hommes qui étaient venus? Non, non, je vous ai dit, ils avaient piégé un véhicule. Ouais. Donc ce véhicule, ils étaient chargés de venir l'exploser quand ils ont voulu infiltrer notre dispositif. Donc quand ils allaient pouvoir arriver à bon endroit selon leurs prévisions, ils allaient certainement déclencher les dispositifs d'explosion. Ouais. Donc ce véhicule, il a été explosé. Mais maintenant, nous avons perdu un autre véhicule qui n'était pas
ce véhicule, donc, sinon j'allais dire leur véhicule, nous avons quand même perdu un autre véhicule, nous avons perdu un élément et nous avons eu quelques blessés, et donc 4 graves. Tout ça dans l'explosion. Wow. Bon, il y a eu quand même des accrochages, parce que quand on a senti qu'il y avait des infiltrations, fortement nous avons aussi engagé et pris les dispositions. Donc c'est dans ces accrochages, c'est dans ces postures qu'effectivement il y a eu ces blessés-là. On parle aussi d'un deuxième véhicule qui était mis en cause, un deuxième véhicule appartenant aux terroristes qui aurait intervenu dans cette affaire. Non, là, ça, je n'en sais absolument rien pour le moment. Okay. Je m'attends à ce que je viens de vous dire. Voilà. Est-ce qu'on peut attribuer cette situation à un manque de vigilance de la part de nos forces armées? Cela est hors de question. Il faudrait d'abord saluer la vigilance des forces alliées sur le terrain, vigilance qui a permis de ne pas être victime totalement et entièrement. Vous savez, la situation sécuritaire est telle qu'il faut que chacun reste vigilant. On l'a toujours dit, on va le répéter. Les militaires font face à la réalité quand elle se déclenche. Mais bien avant, c'est les populations qui sont en train de vivre la réalité consciemment ou inconsciemment. Donc vous voyez, quand vous parlez de ça, je crois que c'est tout le système qu'il faudrait certainement, et c'est pourquoi nous allons profiter de votre tribune pour encore demander plus de vigilance à la population. Elles sont en train de le faire déjà. Elles sont en train déjà de coopérer. C'est déjà très salutaire. Mais tant que nous n'avons pas mis totalement, définitivement hors d'état de nuire tous ces terroristes, nous ne pouvons pas dormir sur nos lauriers. Ça, c'est appel nous lançons à l'endroit des populations que nous remercions du reste pour leur coopération. On parle également de Ber, qui est à quelques dizaines de kilomètres de Tombouctou, où il y aurait eu aussi des accrochages. Est-ce que vous le confirmez ou... À Ber, c'est plutôt hier matin. Hier 20 mars, dans la matinée, c'est des éléments qui sont venus, encore ces éléments terroristes, et ces éléments, ils appartenaient au RLA, ils sont venus mettre le feu au logement de la garde nationale, à l'enceinte même du camp de la garde nationale à Ber. Ça, c'est arrivé hier, mardi 20 mars. Oui, oui. Ok. Il n'y a pas eu de dégâts en vie humaine? Non, il n'y a pas eu de dégâts en vie humaine. Non, pas du tout. Pas du tout. Et du côté du fuseau ouest, quelles sont les dernières nouvelles, ou bien le front n'évolue pas beaucoup là-bas? Bon, le fuseau ouest, il faudrait convenir que courant les jours précédents, et les forces alliées ont quand même procédé au nettoyage, à la fouille de la forêt de Ouagadougou. Ouais, donc cette forêt a été nettoyée, elle a été minutieusement fouillée, et vous conviendrez, vous comprendrez immédiatement, vos interlocuteurs, vos téléspectateurs comprendront que certainement c'est acculé, traqué dans cette forêt, qu'ils ont certainement fait légèrement mouvement. Parce que des gens aussi, ils restent pas. Ils n'ont plus assez de force, mais ils ne sont pas totalement éliminés. Ils ont été quand même dispersés. Ça, c'est indéniable. Donc, c'est certainement ce qui explique de temps à autre qu'ils soient en train de se mouvoir sur le terrain. Et ils bénéficient surtout de leur connaissance du terrain. C'est des gens qui maîtrisent bien le terrain quand même. Ça, il faudrait noter cet aspect-là. Ils le maîtrisent bien au même titre que leurs camarades qui sont aujourd'hui dans ce qu'on appelle le Tégargar, les montagnes du Tégargar. Est-ce que de ce côté-là, vous avez des nouvelles? Non, c'est ce que je vous ai dit. J'ai dit que les forces alliées sont en train de mener les opérations offensives dans cette partie du Tégargar, les massifs des Iforas. Et les opérations offensives sont en train de se mener. Et je me convainc que dans les tout prochains jours, vraiment, nous devrons certainement avoir la réalité, avoir la suprématie dans toutes ces localités. Très bien. On va se remettre au dicton qui dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Oui. Ok, merci beaucoup. Merci, mon colonel.
Le mouvement des femmes et des jeunes pour la reconstruction nationale est une jeune association dynamique qui se bat pour une meilleure cohésion sociale dans notre pays. Le mouvement a un vaste projet de sensibilisation nationale et internationale pour le développement du Mali. Écoutons son vice-président Boubacar Soumaoro. Il nous donne les détails de ce mouvement. Nous sommes des jeunes et des femmes qui veulent vraiment que le Mali sorte de cette crise. Donc nous sommes décidés à mettre un mouvement sur place qu'on appelle le mouvement des femmes et des jeunes pour la reconstruction nationale. Nous allons travailler vraiment pour que les gens se donnent la main, pour qu'il y ait un dialogue inclusif en faveur de la cohésion sociale. Donc c'est ça notre mission et pour cela nous allons organiser une grande caravane au mois de septembre qui va venir en aide aux villes touchées par la crise. Donc avant cela, nous avons décidé d'organiser des journées de plaidoyer et de solidarité dans les pays amis du Mali. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire, cette caravane va consister en quoi? C'est des dons que vous allez amener, c'est de la mobilisation que vous allez faire, non seulement ici au Mali, mais aussi dans les pays amis comme vous les appelez. Qu'est-ce que vous demandez concrètement à ces pays amis? Les Maliens sont partout dans le monde entier, donc nous avons décidé que chaque Malien incite son ami étranger vraiment à venir en aide, comme ça a été le cas en Haïti. Et nous aussi, on a décidé vraiment de jouer notre partition. Et c'est pour cela que nous allons essayer d'organiser une grande caravane dont les Maliens et les amis du Mali vont se retrouver ensemble et aller dire vraiment à ces populations qui ont vraiment souffert lors de cette crise, à leur dire que vraiment on ne les a jamais oubliés et on sera toujours à côté d'eux et que le Mali est indivisible et que la solution ne peut, la seule solution de cette crise, c'est que les Maliens doivent accepter de se donner les mains. Est-ce que nous pouvons savoir quels sont vos partenaires dans cette association? Bon, pour le moment, je pense que c'est un engagement citoyen déjà. Donc, tout appui qu'on a trouvé déjà, c'est des appuis techniques. Déjà, on a été félicité d'abord par le Premier ministre, M. Diango Sissoko, et surtout la première dame du Mali qui a accepté d'être la marraine de cette initiative noble, sans oublier le ministère des Maliens de l'Extérieur, le ministère de la Promotion de la Femme. Et on tient vraiment à lancer un appel à tous les Maliens, à toutes les structures et les institutions, à soutenir cette initiative qui est là vraiment pour la cohésion sociale au Mali. Dans les régions nord du Mali, l'une des plus grandes attentes des populations est le retour de l'administration et des ONG. Nos envoyés spéciaux ont rencontré Nuhu Megaï, les prestataires à Niafunké, mais déplacés aujourd'hui à Mopti, d'où il pilote les activités de son ONG. Suivons son entretien avec Moussa Arimega. Effectivement, à cause de l'insécurité, aujourd'hui, nous sommes à Mopti. Sinon, avant cela, c'est-à-dire, moi-même, j'étais installé pratiquement à Niafunké. C'est à partir de là où j'ai le bureau. C'est à partir du bureau, on assure, on accompagne pratiquement certains partenaires techniques, c'est-à-dire dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage, n'est-ce pas, de certaines infrastructures, et aussi bien les communes rurales. Oui, une raison de plus, c'est-à-dire moi-même, je me suis installé ici à Mopti, c'est-à-dire je n'ai pas voulu directement me rendre jusqu'à Bamako. C'est une façon quand même de pouvoir accompagner, c'est-à-dire ce que nous avons laissé sur le terrain. Et à partir de là, on pense que vraiment c'est aussi une base opérationnelle. On peut en tout cas faire un accompagnement de proximité à l'endroit de la population rurale. Mais comment? Bon, de la façon dont en réalité nous faisons cette opération, c'est-à-dire moi, une partie de mon équipe, c'est-à-dire est constituée directement également des locaux. Certains sont restés directement sur le terrain. Donc les agents qui sont restés sont à travers notre partenaire, c'est-à-dire le programme Mali Nord, qui est financé par la KfW, la GIZ et ACDI. Aujourd'hui, est-ce que les ONG ne doivent pas repartir? Oui, effectivement, les ONG doivent partir s'il y a le minimum de sécurité, c'est-à-dire pour garantir quand même la sécurité des populations. Moi, j'ai eu la chance, c'est-à-dire une bonne partie quand même de mes activités se font dans le Gourma, c'est-à-dire sur la rive droite pratiquement du fleuve Niger. C'est ce qui nous a permis, en tout cas cette année, à travers le programme Mali Nord, de pouvoir encadrer les populations sur environ 6000 hectares pratiquement de périmètre irrigué. Et c'est là, vraiment, malgré l'insécurité, ça a été un succès
parce que le partenaire a quand même voulu, c'est-à-dire continuer à faire le maximum, disons le minimum, malgré l'insécurité. Donc on pense que, en réalité, s'il y a quand même aujourd'hui la sécurité, les partenaires peuvent encore faire leur accompagnement pour qu'on puisse mieux se battre contre l'insécurité alimentaire. Sur le plan agricole, je pense qu'on a le potentiel. J'ai beaucoup travaillé dans la zone lacustre, près de 15 ans, c'est-à-dire cette zone regorge de beaucoup de potentialités et on peut bien se battre sur ce côté. Depuis, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même ces événements, ils ont continué toujours vraiment à faire quand même le minimum. La présence, en tout cas, du projet est toujours sentie sur le terrain. Nous pensons qu'aujourd'hui, si nous continuons, c'est-à-dire les mêmes activités de la façon dont on a eu à faire la campagne passée, pour la campagne 2013-2014 également, nous pensons que du côté, en tout cas, du programme, on peut relever le défi de l'insécurité alimentaire vraiment sur tout le long du Bara Issa et dans la région de Tombouctou de façon générale. Et la situation réellement que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire nécessite à ce qu'il y ait une réconciliation. Mon destin, c'est ma patrie. Je suis ici chez moi et c'est à moi de faire la gloire de ce pays. Je le bâtirai à mon image. Il sera le plus beau, le plus chaud, une terre d'accueil, d'hospitalité, d'humanité, une terre de réconciliation. Ma chère patrie, je ferai de toi la plus enviée du monde. Les contributions à l'effort de guerre se poursuivent. Environ 2 millions de francs CFA, c'est le montant donné au ministre de l'économie et des finances par le réseau des communicateurs traditionnels et la radio Guinta. Pour le ministre de l'économie et des finances, ce geste patriotique des donateurs répond à une des priorités des autorités maliennes, à savoir le soutien de tous les Maliens aux forces de sécurité. Au nom du président de la République par intérim, le ministre de l'économie et des finances a remercié ce geste humanitaire du réseau des communicateurs traditionnels et la radio Guintan pour soutenir l'armée dans la reconquête du nord du Mali. Le syndicat national des commerçants détaillants du Mali a remis une somme de 2 millions de francs CFA et du Grésil aux militaires maliens et tchadiens admis à la polyclinique de Kati. Le geste a pour but de remonter le moral des bénéficiaires. Un reportage de Tchemoko Konaté. 2 millions de francs CFA en espèces et du Grésil pour la désinfection des latrines. C'est les dons offerts ce jeudi aux militaires maliens et tchadiens admis à la polyclinique de Kati. Le geste est une initiative du SYNACODEM, syndicat national des commerçants détaillants du Mali. Il s'agit pour les membres de ce groupement de donner un peu de joie et de réconfort moral à ces défenseurs de la patrie. L'initiative se situe dans la logique d'une série d'actions humanitaires entreprises par les citoyens en faveur de l'armée. Si le nord était occupé par les djihadistes, et si grâce à bon Dieu, grâce à notre soldat, ça a été libéré. Et il y a d'autres qui ont été blessés. Donc d'autres ont été appelés du bon Dieu. Donc nous, en tant que des commerçants détaillants, la seule chose qu'on peut faire, c'est aider les malades qui sont couchés à l'hôpital. Les bénéficiaires ont salué ce geste du SYNACODEM. Ils ont par ailleurs donné l'assurance que les dons seront utilisés à bon escient. Aujourd'hui, vraiment, je suis comblé de joie. De joie de voir ces nationaux, n'est-ce pas, et reconnaître, parce que ce n'est pas le geste en soi-même, mais c'est la signification que ça représente. Et reconnaître, n'est-ce pas, que des fils aussi consentent des sacrifices jusqu'au sacrifice ultime sur le terrain. Ce n'est pas tout le monde qui le reconnaît. Avant de quitter les blessés, les visiteurs du jour ont promis d'autres actions de ce genre dans les tout prochains jours. La commune de Nampalari a remis 36 bœufs en guise de contribution à l'effort de guerre. La cérémonie s'est déroulée à la préfecture de Nyono en présence du colonel Cheikh Amala Sidibé, commandant du fuseau ouest, et le préfet de Nyono, Seydou Traoré. Un reportage de Sibiri Konaté Mamadi Koulibaly. Cela fait exactement 14 mois et 12 jours que la commune de Nampalari subissait les douloureuses conséquences de l'occupation des régions du nord du Mali. Cette population qui a retrouvé sa liberté d'antan fait sa contribution à l'effort de guerre en offrant 36 bœufs aux forces armées et de sécurité du Mali.
Pourquoi nous avons tenu à faire un accent particulier? C'est pour remonter le moral des donateurs. Vous vous souvenez, depuis le 8 janvier 2012, que l'ETIA qui était à Nampala s'est retiré. Le 17 précisément, Gomakura a essuyé des tirs des assaillants. La commune et les habitants se sentaient abandonnés. Ils se sont tous repliés sur Nyono. Avec nous, nous partageons nos souffrances, en dépit de toutes ces difficultés. Et pour répondre à cet appel historique de M. le Président de la République, ils se sont réunis et ont décidé d'apporter leur concours à l'effort de guerre et à la hauteur de plus d'une trentaine de têtes de bœufs. Cela nous a vraiment marqué. Le représentant des bénéficiaires ne pouvait qu'en être réconforté, surtout quand on sait que cette donation vient d'une population qui a atrocement subi les affres des bandits armés. C'est impressionnant déjà. Donc ce n'est pas par le nombre, mais c'est la manière de faire qui est impressionnante. Parce que cette population, elle pense toujours à son armée. Et cette armée-là, elle est en train de faire un travail pour leur sécurité. Donc en retour, cette population a pensé vraiment à aider, à apporter son aide à cette armée. Cela nous réconforte beaucoup. Cette cérémonie était aussi une occasion pour le maire El Hadj Bokar Bah et sa population de solliciter auprès de l'État le retour très prochain de l'administration et de l'armée. C'est tout pour cette tribune sur la ligne de front. Merci de votre aimable attention.